Bonjour à tous, on continue notre mini-série sur l'éducation et l'open source et aujourd'hui on va regarder les solutions et les outils. Jingle! Alors dans les précédentes vidéos on a effectivement vu tous les aspects politiques, les aspects organisationnels, comment se mettait en place la politique et l'open source dans les politiques dans les différents États pour l'éducation. Cette fois-ci, on va essayer de regarder, et comme on l'a dit un peu plus tôt, les solutions et les outils qui sont disponibles à la fois pour les élèves, les étudiants, comme pour les enseignants. Donc, le logiciel éducatif open source ou lié, on va essayer de définir des catégories. Je me suis basé sur un site qui s'appelle osswatch.ac.uk dans lequel il y a énormément d'exemples de solutions open source pour l'éducation. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver? En premier lieu, on trouve ce qu'on appelle les plateformes d'apprentissage, ou LMS, Learning Management Systems. Ça permet de gérer des cours en ligne, du contenu, des activités, de gérer les évaluations des élèves, la communication, les news, les informations. Et puis on y trouve aussi ce qu'on appelle les MOOC, les Massive Open Online Courses. Donc on retrouve Colibri, Chamilo, Moodle, OpenEDX dans cette catégorie. Après, on a évidemment les outils bureautiques et de productivité. Là, on va trouver toutes les suites bureautiques open source, OnlyOffice, il y a Collabora aussi, LibreOffice, Dia. Donc là, il y a effectivement des projets open source qui sont assez vieux pour le coup. Et puis, on a déjà largement parlé de ce sujet-là. On va aussi avoir tous les outils de création et d'édition multimédia, que ce soit pour du graphisme, de l'édition d'images au sens le plus large possible, photo, des outils pour la vidéo, des outils pour l'audio, pour la modélisation 3D. On retrouve évidemment GIMP et Blender. Alors Blender plus pour l'animation, c'est des outils qui vont être peut-être plus difficiles à introduire dans un parcours dans un projet pédagogique. Inkscape, Audacity, Krita pour faire du dessin. Il y a énormément d'outils open source d'excellente qualité dans cette catégorie. Après, on va avoir des choses qui sont plus orientées tech, développement, technologie au sens large. Donc l'IDE d'Arduino, Python, Scratch. Donc là, c'est plutôt la partie développement qu'on est en train de regarder et l'apprentissage du code. Alors on aurait dû plutôt les mettre dans l'autre sens. Scratch, Python, Arduino, d'un point de vue complexité et appropriation de l'outil. On va avoir les outils mathématiques. Alors là, on s'adresse beaucoup plus aux scientifiques et aux étudiants en sciences, pour le coup. Mais on commence avec, par exemple, GeoGebra, qui va être un outil pour les mathématiques qui est accessible depuis des âges qui sont beaucoup plus petits. On va avoir Scilab, on va avoir Sage, on va avoir énormément d'outils qui sont très spécifiques et qui sont des vraies alternatives aux solutions qu'on avait l'habitude de voir dans l'éducation. Je pense par exemple à des MATLAB ou des choses comme ça. Les systèmes d'exploitation, évidemment, pour héberger de l'open source, il faut un socle open source. Et effectivement, on peut avoir des choses, des souches communautaires comme Debian, des dérivés de cette Debian avec Ubuntu, et même des dérivés d'Ubuntu avec Linux Mint. On va avoir Raspberry pour des aspects plus embarqués, plus légers. Mais effectivement, les OS open source maintenant sont devenus effectivement d'excellents OS et les distributions Linux, pour être plus précis, sont devenues des distributions très riches et très ergonomiques. Alors, on a aussi des logiciels et des outils qui sont strictement pédagogiques et éducatifs. On est plus dans le thème de la vidéo cette fois-ci. Je pense par exemple à J'ai compris ou à TuxPaint pour l'apprentissage des outils de création et d'édition multimédia. J'ai compris pour des supports pédagogiques les plus divers possibles. Et puis enfin, dans une classe, c'est encore mieux si on a un tableau numérique interactif. Et il existe des solutions open source qui permettent de gérer ces tableaux numériques interactifs. Je pense par exemple à OpenBoard. Et puis d'autres outils un peu comme Journal++ qui permettent d'exploiter le tableau numérique interactif. On a découvert avec le Covid l'école à distance.
et les besoins de l'école à distance. Je pense par exemple à Big Blue Button, Jitsi, Meet, le support de Talk dans Nextcloud potentiellement, sont des outils qui permettent de répondre exactement à ce que nous proposent les solutions propriétaires pour ce genre de choses en termes de visioconférence, en termes de capacité de cours à distance. Et enfin, il faut aussi penser aux enseignants. Et donc, effectivement, il existe de nombreux outils pour les enseignants dans les établissements. Peux reciter Journal++. Alors, effectivement, c'est les outils qui sont plus pour faire de la prise de notes, du cahier de texte numérique, du portfolio d'élèves, donc la gestion des élèves de la classe, du bulletin numérique, de la gestion scolaire au sens le plus global possible. Donc là, je ne suis pas forcément le meilleur pour vous décrire la qualité de ces outils. Donc voilà, ceux que j'ai pu découvrir, Open6, Fedena, Mahara, EX Learning, donc tout ça c'est des outils qui sont open source et qui effectivement sont directement adressés aux enseignants. Vous avez effectivement sur le site UltraGreen l'article qui correspond à cette vidéo, dans lequel j'ai remis tous les liens que vous allez voir, et vous allez voir dans cette vidéo et peut-être dans la suivante, il va y avoir énormément de liens à la fois vers les outils, mais aussi vers les organismes ou les initiatives que je vais citer et que j'ai pu citer dans cette vidéo. Je vous laisserai aller regarder et suivre les liens qui seront directement accessibles sur cette page. Donc rendez-vous sur ultragreen.net. Alors maintenant, je vais faire un focus sur les logiciels éducatifs open source et en prenant des exemples concrets. Donc effectivement, tout à l'heure, je parlais de nos fameux LMS, les Learning Management System. La référence, c'est Moodle. C'est utilisé dans les universités, dans les écoles, dans beaucoup de centres de formation dans le monde entier. Ça permet de faire des cours en ligne, de gérer des forums, des devoirs, des quiz. Donc, c'est-à-dire toute l'interaction pédagogique dans toutes ses dimensions au travers d'une solution numérique. Donc, effectivement, on a découvert ce genre d'outils avec le confinement, avec le Covid-19. Donc, l'avantage, c'est que c'est flexible, et c'est ça qui est intéressant avec les solutions, les LMS open source, c'est qu'ils sont adaptables, flexibles, et qu'on va pouvoir effectivement trouver de nombreuses extensions pour l'adapter vraiment à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut réaliser. En France, en Europe, c'est très largement adopté par les universités Moodle, donc vos enfants ou vos élèves le connaissent sûrement. Alors forcément, je devais aussi parler parce que pour moi c'est très important que les jeunes, que les élèves montent en compétence sur les métiers de la programmation. L'informatique est devenue tellement omniprésente dans le quotidien de n'importe qui, dans n'importe quel métier, que effectivement s'approprier les rudiments de l'algorithmique et ce qu'est la programmation informatique, c'est indispensable. Scratch, c'est l'outil parfait pour faire ce genre. C'est développé par MIT Media Lab. Ça s'adresse aux enfants dès 8 ans. Alors après, effectivement, il faudra les emmener vers Python, il faudra les emmener vers Ruby, potentiellement des langages qui vont être un peu des langages dynamiques interprétés qui vont être un peu dans la cible de la suite de ce que Scratch pouvait leur proposer. Et en plus, effectivement, on va le voir plus tard, Python est enseigné dans les écoles maintenant, et on trouve ça même dans les calculatrices de nos élèves, de nos enfants, pardon, et de vos élèves dans les différentes classes à partir du collège. Donc les fonctionnalités, c'est une programmation visuelle par bloc, c'est extrêmement intuitif, c'est fait pour créer des histoires interactives, des jeux, des animations. On peut trouver des exemples de projets à n'en plus finir. Donc c'est quelque chose qui peut rapidement se mettre en place. C'est ludique, c'est, comme je l'ai dit, intuitif, ça favorise la créativité et puis ça construit, ce que je disais, la pensée algorithmique, ça prépare les élèves, les enfants à l'intégration des technologies du développement et de l'informatique. Après, on prend un exemple concret avec GeoGebra, j'en ai parlé il y a quelques minutes, mais effectivement, il y a des outils formidables pour accompagner la démarche d'apprentissage des mathématiques. Depuis l'école primaire jusqu'à l'université, on peut utiliser GeoGebra. Ça combine géométrie, algèbre, calcul, statistique et j'en passe évidemment. Ça permet une vraie visualisation des concepts mathématiques, et pour certains élèves, ça peut être effectivement un élément déclenchant parce qu'ils ont moins de facilité d'abstraction, et ça permet des expérimentations, ça permet des démonstrations, et puis on peut y fabriquer des ressources pédagogiques parce que l'outil est très complet.
Alors LibreOffice et ses alternatives, et j'ai envie de dire, et toutes ces alternatives, hein, Collabora, OnlyOffice, LibreOffice est très complet et il sert de base pour les autres initiatives. Les autres initiatives telles que Collabora ou Only s'alimentent un petit peu dessus en termes de construction des fonctionnalités. Par contre, effectivement, il est peut-être moins ergonomique, mais du coup, voilà, je pense que ce sont quand même des outils qui doivent être connus, qui doivent être présentés, et il est indispensable, effectivement, que déjà on n'utilise pas à l'école des solutions propriétaires, et qu'on prenne du temps pour former les élèves à ce que c'est qu'un traitement de texte, comment on se sert d'un traitement de texte, et LibreOffice est tout à fait adapté pour ce genre de choses. Alors, on continue un petit peu hein, sur le sujet de l'école à distance et de la visioconférence. Jitsi Meet, et j'aurais pu mettre aussi Nextcloud Talk, sont des outils qui sont parfaits hein, pour traiter. Alors, Jitsi est vraiment dédié à la visio, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Cours à distance, réunions pédagogiques entre instituteurs, collaboration. Il n'y a pas besoin de solutions propriétaires pour faire ce genre de choses. Pas d'inscription requise, chiffrement de bout en bout. Donc en termes de souveraineté, de confidentialité, disons qu'il n'y a pas combat. Alors, maintenant on monte d'un niveau, on va aller regarder l'open source et à l'université, dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et là, on va regarder en quoi c'est aussi une réponse formidable. Les plateformes d'apprentissage et de collaboration, on en a parlé, Moodle, l'adoption massive de Moodle dans les universités, les outils de collaboration. Il y a beaucoup d'universités qui s'équipent d'un Nextcloud pour gérer la mise à disposition de données, mais aussi la collecte de données venant des élèves. Etherpad, Framapad pour faire du travail collaboratif entre instituteurs, entre chercheurs. Les MOOC, hein, OpenEDX par exemple, pour la diffusion de cours à grande échelle. Tout ça, on continue à parler d'open source. Les outils de recherche et de développement. Les langages de programmation. Python, c'est universitaire. R sont devenus des standards dans tout ce qui est sciences des données. L'apprentissage de l'intelligence artificielle, de la bioinformatique, des statistiques se fait sur Python. Et Python, c'est de l'open source. Alors la tech, effectivement, moi j'ai fait ça aussi dans mes études, faire un mémoire de stage ou un rapport, ça se fait effectivement dans des langages à balises ou dans des langages générés à partir de ces langages à balises, et typiquement LaTeX en est un. Alors oui, c'est pas un X, c'est un qui, donc ça se prononce LaTeX. Les logiciels de simulation. Alors là, il y a énormément de choses très spécifiques. Je vais juste citer par exemple OpenFOAM pour tout ce qui est la mécanique des fluides, mais on va retrouver énormément de solutions. J'aurais pu en citer beaucoup plus. Et c'est important aussi de regarder que dès le début, il faut préparer les bonnes pratiques et le partage de code et la reproductibilité du code et ce qui est le support de la diffusion de l'open source. Je pense alors à GitHub, mais alors effectivement, c'est pas forcément là une solution complètement libre. Mais GitLab, par exemple, sont essentiels pour le partage du code et qui garantissent l'échange et donc la possibilité de reproduire dans la démarche scientifique à l'université. Une grosse partie de la démarche scientifique s'appuie par la reproduction par les pairs. Et effectivement, bah, le fait de fournir ces sources, c'est intrinsèquement ce que propose la démarche scientifique. Alors, on va maintenant parler effectivement formation et compétences. L'enseignement de l'open source, ce qui est intéressant, c'est de voir que les cursus informatiques dans les universités intègrent maintenant de façon pratiquement systématique l'apprentissage du système Linux, et puis l'utilisation d'outils de développement. On a parlé de Python, on a parlé de beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup d'outils de gestion de projet qui sont introduits dans les universités, open source. Et l'université est peut-être le premier endroit où on va réellement pouvoir et finalement peut-être devoir contribuer à des projets open source, à partager avec des sachants, entre étudiants, entre chercheurs, à contribuer à des projets. Et effectivement, bah, le meilleur moyen de contribuer, c'est de le faire de façon libre et open source. Si on parle de technique, d'informatique, pour le coup, c'est évident. Mais on a vu que l'open source dépasse les frontières du code maintenant, avec l'open hardware, et puis tout ce qui va être licence libre de diffusion documentaire, comme par exemple les Creative Commons.
Donc effectivement, contribution libre à des projets, c'est l'université est probablement le lieu où on peut et où on devrait le faire le plus possible. Et construire, au final, une culture de l'ouverture et la promotion des sciences ouvertes, de la science pour tout le monde, de la science contributive pour tout le monde. Et c'est comme ça que c'est construit et que doit continuer à se construire la science, même si effectivement on a des modèles de politique actuelle dans certains pays qui ne semblent ne plus vouloir permettre ce genre de choses et qui regardent les choses d'un point de vue uniquement financier, économique ou bassement mercantile. La science, c'est un domaine d'ouverture. Et l'université, c'est l'incarnation de ce domaine d'ouverture. Et c'est là qu'on fabrique l'innovation. C'est là, justement, et c'est là où, justement, les entreprises qui ne comprennent pas ça, elles se trompent, parce que pour pouvoir innover, pour pouvoir, et on le voit dans l'intelligence artificielle, hein, et on voit, par exemple, la richesse qu'a pu proposer l'enseignement français vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Je pense, par exemple, au CNRS, à l'INRIA. Alors là, je suis plus sur l'INRIA, pour le coup. S'il faut compter le nombre de chercheurs en intelligence artificielle qui sortent de l'INRIA, je pense qu'on n'a pas fini de compter. Donc l'Institut national de recherche des sciences du numérique, très engagé dans l'open source, et c'est peut-être pour ça aussi que nos licornes françaises font des modèles de données qui sont open source. De nombreux logiciels issus de la recherche sont mis à disposition de la communauté. Et puis, on s'aperçoit que ça permet de faire en sorte que l'université et l'enseignement supérieur deviennent un incubateur de start-up, de projets, et que finalement, cette démarche de co-construction, d'open innovation qui doit se fabriquer dans l'enseignement supérieur, se continue par des start-up qui vont acquérir la génétique open source et qui vont comprendre les principes de mise en œuvre et de monétisation de l'open source. Alors, on va faire encore un petit focus sur les logiciels scientifiques open source. Donc, ces logiciels, ils permettent d'explorer, de comprendre le monde d'un point de vue scientifique, d'un point de vue technologique, et même au-delà de ça, avec des outils ouverts. Et au-delà des outils généralistes qu'on a pu voir jusqu'à présent, il y a des outils qui sont très très spécifiques, dédiés à des domaines spécifiques et des disciplines scientifiques spécifiques, et qui permettent l'exploration, la simulation, l'analyse de données complexes, depuis l'école jusqu'à l'université et dans les labos de recherche. On a des choses alors on va voir des choses qui sont presque un peu grand public, mais finalement avec une telle richesse que ça devient des référentiels par eux-mêmes. Je pense par exemple à Stellarium ou Celestia, des logiciels de simulation spatiale ou des planétariums. La contribution en termes d'open data est tellement importante que ça en devient des référentiels, ça en devient des sources autoritaires de données. Je pense à Open Astronomy, un écosystème de bibliothèque Python dédié à l'astronomie. Donc effectivement, l'astronomie, l'exploration spatiale, il y a énormément de choses qu'on va retrouver. Donc n'hésitez pas dans vos écoles à installer un petit Celestia et puis faire découvrir les planètes de façon visuelle. C'est nettement mieux plutôt que de raconter une liste de planètes et que ce soit pas concret entre les planètes telluriques et les géantes gazeuses. Il faut les voir, il faut en voir la dimension. Celestia, Stellarium sont des outils qui vont permettre de fabriquer l'imaginaire chez les jeunes, chez les enfants, dans la démarche pédagogique. Alors, on a le domaine de la biologie, de la chimie, des sciences de la vie et de la Terre. Donc là, on a des choses encore... Vous voyez, Python est omniprésent sur toute la partie universitaire et scientifique. BioPython, bioconductor en R aussi, R et Python, hein, vous voyez, les deux. Hein. Des collections de bibliothèques absolument gigantesques. Hein. Avogadro, qui permet un visualisateur de molécules en chimie. Et puis après, on a Imagi ou Fiji pour faire du traitement d'images scientifiques. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre ? On va trouver tout le domaine de la cartographie, de ce qu'on appelle les systèmes d'information géographique, les SIG, et la géoscience. Donc on a QGIS, par exemple, Quantum GIS, donc c'est la traduction de l'acronyme en anglais, hein, GIS. Extrêmement complet, extrêmement puissant, qui permet d'éditer, de créer, de visualiser et de publier des informations géospatiales. On a GraphGIS, c'est un autre SIG. On a OpenStreetMap, évidemment, une alternative à Google Maps. Si vous installez un Nextcloud, vous allez avoir les données qui viennent d'OpenStreetMap. Oui, on peut avoir de la cartographie disponible sans utiliser les mastodontes et les GAFAM.
Et puis enfin, dans les logiciels scientifiques, on va trouver la partie physique, ingénierie, modélisation. J'ai parlé d'OpenFOAM, pour tout ce qui est mécanique des fluides. FreeCAD, un outil de modélisation 3D absolument génial. On va retrouver Blender aussi, hein, quelque part ici. Hein, on peut très bien le positionner ici. KiCad, donc tout ce qui va être conception de circuits imprimés et d'Electronic Design Automation. Il y a, il y a des ressources que je vous conseille. Il y a le lien aussi, hein, qui est posé sur mon site Ultragreen vers des ressources YouTube par quelqu'un qui fait des super vidéos d'instruction sur le sujet. N'hésitez pas à aller suivre le lien. Et encore, je vous le redis, ce lien est présent sur Ultragreen. Alors, on va forcément aussi reparler, on en a déjà parlé, j'ai fait une vidéo dédiée sur l'open hardware. Mais le monde de l'électronique, de la robotique est forcément aussi à un volet, à un plan d'application éducative. Donc on va voir effectivement l'open hardware, c'est la mise à disposition de plans, de schémas, de logiciels de façon libre pour fabriquer du matériel, du hardware, de l'électronique et ainsi de suite. Et c'est les mêmes philosophies que l'open source, hein, transparence, partage, collaboration, et puis personnalisation, accessibilité. Et ce qui est super important, c'est peut-être le dernier, accessibilité. Il y a des projets absolument géniaux de membres artificiels, de petites bioniques qui sont mis de façon libre pour pouvoir permettre à des personnes de faire imprimer, par exemple, des membres artificiels et ne pas forcément être obligé de payer extrêmement cher pour avoir des prothèses de qualité. Il y a effectivement des initiatives, hein, pour mettre en place ce genre de choses. C'est important, je voulais le souligner parce que je pense que c'était quelque chose d'important. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve Arduino, les plateformes de prototypage électronique, la création de projets interactifs. Alors effectivement, hein, ça c'est plus des choses qu'on va mettre en place à l'école dans une démarche un peu plus complexe, dans des niveaux un peu plus élevés. Je pense plus au secondaire pour le coup. Mais il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Alors là, on redescend à l'école, hein, pour le coup, avec Timio, pour l'apprentissage de la robotique. C'est un petit robot avec des petits pins qui permettent de mettre des Lego dessus pour pouvoir faire des... on peut l'utiliser en lui-même, mais on peut aussi faire des choses un peu plus compliquées et un peu plus sophistiquées avec l'usage de pièces Lego qu'on peut connecter dessus. Ça se programme en Scratch, ça se programme en Python. C'est robuste, c'est entièrement open source et open hardware. Les schémas sont en open hardware. Et puis c'est très facile d'utilisation. Il y a plusieurs niveaux d'apprentissage autour de Timio. Et c'est un robot qui peut accompagner très longtemps sur la scolarité. Il y a Microbit, c'est des petites cartes, des petits microcontrôleurs qui permettent d'apprendre la programmation dans des objectifs un peu plus de robotique ou d'électronique avec mes codes ou Python. C'est facile à prendre en main et donc c'est facile à proposer dans une démarche pédagogique. Et enfin, quand on a commencé un petit peu avec ce genre de choses, on peut aller ensuite vers le Raspberry Pi, vers des petits systèmes, des micro-ordinateurs, hein, en open hardware, qui permettent de faire les bases de petits robots et puis de lancer un projet pédagogique, par exemple, dans du secondaire, dans un IUT ou ce genre d'établissement pour des projets de robotique, par exemple. C'est puissant, c'est polyvalent, et puis bah, ça exploite à fond le Linux embarqué. Donc l'impact pédagogique, si on doit le résumer, apprentissage par projet, c'est-à-dire voilà, construire un projet avec des élèves, y mettre en place de la technologie, et puis accompagner les élèves pour la réalisation de quelque chose de concret et de motivant. Le développement des compétences qu'on appelle STEM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Donc effectivement, hein, c'est dans le cursus concret, direct d'apprentissage. La créativité, favoriser la créativité et développer chez les élèves la volonté d'innovation. Et puis, je le redis, l'accessibilité, pour le coup, à la fois d'un point de vue économique, mais quelque part, je vous l'ai exposé, ça peut aller beaucoup plus loin. Alors, au-delà du logiciel, on a d'autres initiatives ouvertes en éducation. L'esprit d'ouverture au service de l'apprentissage, effectivement, faire rentrer la notion d'ouverture et l'esprit de l'open source au-delà du code. C'est ce que je disais, hein, en englobant toutes les formes d'ouverture et créer des écosystèmes qui favorisent la collaboration et l'ouverture. Donc, ces ressources,
on les a déjà un peu évoqués dans la première vidéo, c'est ce qu'on appelle les ROE ou EOR, les ressources éducatives ouvertes. Donc c'est du matériel d'enseignement qui est catalogué, hein, qui est enregistré par l'UNESCO. On y retrouve les manuels scolaires numériques, les cours en ligne sur les MOOC, les exercices, les vidéos pédagogiques. Ça permet un impact très fort en termes d'accès universel à la connaissance, une réduction de presque globale des coûts pour les apprenants et les institutions qui mettent à disposition. Et tout ça est effectivement mis en place par l'UNESCO. Et puis effectivement en France, vous avez, mais on verra ça dans les liens plus tard, vous avez FunMOOC et puis OpenStax. Open Data, c'est extrêmement important de se dire que, et on en parlait quand on parlait de Celestia ou de Stellarium, du fait que les outils deviennent quelque part des référentiels de données ouvertes, et plus on favorise l'ouverture des données, plus on permet à la société d'un point de vue global de se développer. Et en éducation, ça permet d'améliorer la performance scolaire, d'avoir des infrastructures éducatives de qualité, et puis de permettre de la recherche scientifique de façon beaucoup plus facile. Donc c'est basé sur les principes de l'open source, transparence, aide à la décision, recherche pédagogique, et ainsi de suite. Open access. Alors ça, c'est peut-être le défi de notre société. On est dans une société qui a plutôt tendance à se refermer et à chercher à monétiser de façon quasi exclusive les choses. Là, on parle de l'inverse, c'est-à-dire pour créer de la valeur et permettre à des sociétés de créer de la valeur. C'est là où j'insiste par l'open innovation. Il faut proposer, il faut privilégier les principes d'open access et de s'assurer que la recherche, les sciences et la donnée scientifique sont des données ouvertes, c'est ce qu'on a vu avant avec l'open data, mais que la démarche d'accès et d'apprentissage se fait elle aussi de façon ouverte. Et ça passe par la volonté de démocratiser les sciences. Si on veut créer une société intelligente, et par là même lui permettre de devenir une société qui comprend et qui continue à comprendre les principes de la vie en société par la démocratie, il faut effectivement une société intelligente. La démocratie, c'est l'exercice le plus difficile et il repose fondamentalement sur l'intelligence. Donc les principes d'open access sont des principes extrêmement vitaux pour nos sociétés. En tout cas, c'est mon avis. Qu'est-ce qu'on peut effectivement citer HAL, Hyperarticle en ligne en France, Arxiv, Plan S en Europe. Il y a beaucoup de choses sur ce sujet, mais c'est plus le principe, ce qui est fondamentalement caché derrière Open Access. Des initiatives absolument super, les Fab Labs, les Code Rooms, les Makerspace, des lieux sur lesquels justement on va avoir l'incarnation de ces open data, de l'open access. C'est des lieux où on vient faire, on vient fabriquer, et on le fait de façon collective, contributive, collaborative. On y trouve des imprimantes 3D, des outils de découpe laser, des fraiseuses numériques, des robots, et surtout, la première chose qu'on y trouve sont des gens compétents avec l'envie de partager. Et ce qui est caché derrière, c'est ce qu'on appelle en anglais DIY, do it yourself, ou fais toi-même. Et quelque part, fais toi-même, ça veut dire apprends et deviens intelligent. Et apprendre par l'expérimentation, partager des designs, et donc faire de l'open hardware. Hein. Et les personnes qui vont dans ces Fab Labs, plus tard, c'est des gens qui seront des patrons de start-up, qui seront des gens qui vont fabriquer, seront les futurs, peut-être avec une vision encore plus noble, ce seront les futurs Steve Jobs, ou réalisant de l'innovation du futur. Et je le pense peut-être de façon plus noble encore. Alors, pour finir sur ce chapitre, les sciences citoyennes, c'est extrêmement important. Un citoyen, c'est une personne intelligente. Et la recherche scientifique, elle doit être ouverte. Il se passe aux États-Unis en ce moment des choses qui sont inquiétantes sur la science citoyenne. Parce que cette science citoyenne ne peut être que dans le constat de la biodiversité, dans une démarche d'inclusivité. Parce que cette inclusivité, elle est nécessaire à garantir
que les choses sont faites sur le spectre de l'intelligence et de la volonté de rechercher toutes les solutions possibles et non pas en se limitant et en se mettant des œillères, pardon, et en refusant de regarder certains aspects de réalité. On est face dans notre société à des déclins sur beaucoup de connaissances scientifiques. Par exemple, j'ai déjà parlé du platisme. Le platisme, ça démontre que peut-être la science a été trop élitiste et que pour qu'elle ne soit pas trop élitiste, il faut qu'elle soit le plus inclusive possible. Et donc que tous les moyens, tous les outils soient mis en place, et on en reparlera quand on verra les objectifs de développement durable, tous les moyens soient mis en place pour que la science ne soit jamais limitée dans la façon d'être, dans sa transmission à n'importe qui. Alors, l'informatique et la création pour tous les âges. Donc effectivement, ce qui va être intéressant, là, ça va être de regarder initiation à la pensée informatique. Donc là, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver Microbit, Timio, GitLab. Donc tous les outils qui sont soit techniques, soit dédiés au logiciel. Donc là, on a des outils visuels, on a des robots, c'est ce qu'on a vu, hein. Donc là, je vous laisserai aller piocher sur le site UltraGreen. On va avoir les outils de développement de la créativité numérique. Je fais un peu une synthèse, hein. Donc GIMP, Krita, Inkscape, Audacity, ça va vous permettre effectivement de proposer des choses pour faire de la réalisation concrète pour la première catégorie, de la création plus numérique, plus visuelle avec ce type d'outils. Vous allez avoir ensuite la possibilité d'aller vers des projets de construction de jeux vidéo, de supports plus interactifs, en 2D ou en 3D. Je pense à Ruby-Gozoo par exemple, ou Armory 3D, à Ogre, à Flowblade, à Torque, à Godot. J'ai mis aussi l'Unreal Engine. Alors effectivement, c'est pas de l'open source, mais disons que c'est quand même accessible. Donc c'était important. Et quand on voit effectivement à quel point c'est utilisé pour faire des choses formidables, le dernier jeu... Clair Obscur, Expédition 33, joli chef-d'œuvre français, c'est fabriqué avec l'Unreal Engine et ça permet de faire du développement indépendant. C'est pour ça que je me permets d'en parler. La vidéo, l'animation, le modeling, Blender, FreeCAD, OBS Studio par exemple, que moi j'utilise de façon systématique pour faire la capture de mes vidéos. KDEN Live, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Shortcut, PTV. Alors, effectivement, hein, pour le moment, ces logiciels se développent, hein, sur la partie vidéo. Il y a des logiciels gratuits, hein, qui sont plus performants que ça. Et je vais pas me cacher, j'utilise effectivement un logiciel gratuit, mais pas open source pour faire mes vidéos. Mon objectif sera de le faire, d'être capable de pouvoir migrer sur ce type d'outils plus tard. Et puis on va regarder toute la partie collaboration, communication et projet, Etherpad, Weccan, Mattermost, Taiga, Redmine, Open Project, XWiki, Jitsi, Nextcloud, tous les outils que vous pouvez mettre en place ou que votre école va mettre en place, et effectivement ça va être le cas pour un certain nombre de ces outils, ou que l'éducation nationale va mettre en place pour vous permettre de partager des données dans les écoles sans utiliser autre chose que du logiciel open source. Donc l'objectif, c'est un objectif d'équité et d'accès. L'open source, ça permet aux écoles, avec des budgets limités, d'offrir des outils qui sont extrêmement performants et puissants. Alors peut-être qu'ils n'ont pas tous le même niveau de puissance et de performance, mais disons que de toute façon, ça permet d'avoir une première solution sur finalement un spectre d'utilisation et de besoins qui est très large, et c'est ce que j'essaye de montrer. Et puis, quoi qu'il arrive, tout ça posé sur un système d'exploitation léger qui permet de recycler des machines et finalement de continuer à utiliser des machines dans le temps, alors que potentiellement, si on imitait des systèmes modernes, elles ne seraient plus utilisables. Donc l'informatique et la création pour tous les âges, on continue. Développement de la compétence numérique pour les adultes. Alors effectivement, ce qui est important, c'est de se dire, on peut aller jusqu'à la formation continue et sur les parcours de professionnalisation, donc sur les outils bureautiques, la gestion de projet, les systèmes d'exploitation, donc LibreOffice, Redmine, Taiga, j'aurais pu te donner énormément d'exemples. Aller jusqu'à la reconversion professionnelle, donc par exemple quelqu'un qui cherche à se repositionner sur les métiers de l'informatique au travers de Ruby, de Python, de JavaScript, qui sont des solutions open source. Apprendre l'administration système avec Linux, avec Proxmox, KVM, Docker, Podman, on a déjà fait pas mal, j'ai fait des vidéos sur la containerisation. Et puis la cybersécurité,
avec de nombreux outils en Ruby, en Python, et ainsi de suite. Il y a énormément de choses qui vont être possibles, qui vont permettre la reconversion professionnelle. Travailler sur l'autonomie et la maîtrise de son environnement numérique, ça passe par l'open source. Maîtriser ce qu'on met en place pour travailler, bah effectivement, l'open source va être un vrai facilitant parce qu'on va avoir une maîtrise complète, tout en transparence et avec une vraie volonté de conserver et de sécuriser sa vie privée. Et enfin, bah, le sujet, c'est l'inclusion numérique. Les tiers-lieux dont on parlait tout à l'heure, les Fab Labs, les espaces de coworking, quand on parle plus du monde de l'entreprise, pour le coup, ce sont des zones d'échange et des contextes d'open innovation. Alors, j'en reste ici pour ce deuxième épisode, il a été un petit peu plus long, et puis on finira par un troisième épisode où on va regarder un petit peu tout ce qui est guide pour les enseignants, les conseils, les ressources. Là, on va voir énormément de liens, et ça vous renverra beaucoup sur le site Ultra Green. Merci, au revoir.